Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Thibaut de Chassé au micro pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France profonde. Je suis assisté, comme toujours, d'Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Thibaut. Bonsoir chers auditeurs. Et merci d'être avec nous. Elisabeth se fera une joie de nous lire vos messages. N'hésitez pas à participer à cette émission. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Pascal. Ami de la Résistance, bonsoir. Alain Pascal est un habitué de cette émission. Et c'est surtout un spécialiste de l'histoire occulte, auteur de plusieurs livres dans ce domaine, des livres sérieux. Voilà, je le précise quand même parce que c'est un domaine parfois un peu aventureux. Vous êtes présent ce soir, Alain Pascal, à un titre particulier puisque votre dernier ouvrage, donc le 7e, vient tout juste de paraître. Il s'intitule « Le siècle des Rose-Croix ». Et nous nous plongerons tout à l'heure dans ce thème. Nous avons aussi avec nous dans le studio Karl van der Hecken. Bonsoir. Bonsoir. Qui nous venait des Pays-Bas. Et vous êtes un fin connaisseur de l'ésotérisme, en particulier de l'ésotérisme maçonnique et de son symbolisme. Voilà. Vous êtes bien placé puisque vous avez été pendant une vingtaine d'années vous-même franc-maçon. Voilà, donc le thème de ce soir, chers auditeurs, c'est le siècle des Rose-Croix, ou plus exactement les Rose-Croix et la philosophie moderne. Avant de nous plonger dans ce thème riche et passionnant, qui nous emmènera jusqu'à un affrontement, je le dis tout de suite, pour peut-être vous mettre en bouche, un affrontement entre Blaise Pascal et René Descartes. Avant de nous plonger dans ce thème avec nos deux invités, nous allons commencer par quelques petites annonces. Parce que j'ai peur qu'à la fin de l'émission, nous soyons peut-être un peu pressés. Alors, tout d'abord, Alain Pascal, pourriez-vous nous dire quelques mots de la fête qui se profile, c'est très bientôt, puisque c'est le samedi 14 avril, à Paris. De quoi s'agit-il ? C'est une fête qui a lieu à l'occasion évidemment de la sortie de mon livre, donc Le siècle des Rose-Croix, mais pas uniquement. J'ai voulu rassembler un certain nombre d'auteurs que j'estime particulièrement, et pour que mes lecteurs connaissent leurs livres, et réciproquement d'ailleurs que leurs lecteurs connaissent les miens. Donc c'est une réunion amicale, et les auteurs, je vais peut-être donner simplement le nom des auteurs qui vont être présents, avec le titre d'un de leurs livres. Alors, ils vendront d'autres livres. Alors, mais ils auront tous leurs livres avec eux, mais vous voulez en signaler. Je vais en signaler un pour chacun. Donc je vais les donner par ordre alphabétique. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que ces auteurs sont de plusieurs générations. C'est aussi un phénomène nouveau, c'est que nous avons maintenant plusieurs auteurs qui sont jeunes, qui ont une trentaine d'années, et des plus anciens. Mais ça veut dire que la flamme continue de brûler se transmettre, et finalement moi j'étais venu ici avec Serge de Beketch il y a plus de 20 ans, et que je me rends compte qu'il y a aujourd'hui des jeunes auteurs qui n'ont jamais entendu ou connu Serge de Beketch, qui était irremplaçable, il faut appeler les choses par leur nom, mais que le combat continue, que je pense que nous n'avons pas fini de nous battre. Sûr que non. Et de résister, puisque c'est voilà, et de reconquérir. Et de reconquérir, parce que en fait nous résistons à trois occupations. Nous avons une occupation par le bas, qui est la présence de masses étrangères sur notre patrie, et l'occupation par le haut, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire une illégitimité d'un pouvoir qui est notamment fortement occulte. Oui. Et peut-être la pire, c'est l'occupation des esprits. Donc moi je suis en fait le tenant d'une sorte de croisade culturelle pour que déjà nous reconquérions le passé de façon tout simplement à avoir un avenir. Donc je vais donner les noms des auteurs qui sont donc Adrien Abosi pour La France divisée contre elle-même, François de Chassey, Les politiques doivent sauver la France, le docteur Xavier Dor, L'avortement, crime contre Dieu, Philippe Gautier pour La Toussaint Blanche, Romain Guérin, Le journal d'Anne-France, Pierre Hillard, L'Atlas du mondialisme. Alors, le père Jean-Dominique devait venir, mais je crains qu'à cause des grèves, il ne puisse être présent, mais je vais quand même citer Le soupir de Pilate, parce que c'est un chef-d'œuvre. J'ai pas dit du bien des autres, évidemment, mais j'en pense aussi énormément de bien, puisque sinon je les aurais pas invités. Alain Monestier pour La jeunesse du féminin, l'abbé Pagès, Interroger l'islam, Jean de Rouen, Apprendre à penser à l'école du réel, Dominique Tassot sur l'évolutionnisme, Arnaud Upinski, Macron le président ventriloque. Et
Karl van der Eycken, qui signera en fait les actes du colloque sur la franc-maçonnerie que nous avons tenu ensemble l'année dernière et qui sont publiés. Bon, mais que du beau monde. Que du beau monde. Donc l'entrée est gratuite. Voilà. Donc déjà c'est important. Alors la réunion se passe. On va donner l'adresse quand même. Oui, dans un cadre chic et convivial. Dans un hôtel particulier, dans les salons d'un hôtel particulier, l'hôtel Kergorley Lansdorf. Je vais donner l'adresse simplement. C'est 9 rue de l'Amiral d'Estaing, d'E-S-T-A-I-N-G, Paris 16e, métro Iéna. Donc l'entrée gratuite et à 17h. J'inviterai les auteurs présents à fonder avec moi un cercle. Ils ne sont pas obligés d'y participer, mais s'ils le veulent, je leur ouvre les bras. Et ce cercle va s'appeler le Cercle catholique anti-moderne. Voilà. Dites-nous un peu quel est le projet qui est derrière ce cercle au nom je viens déjà de parler de croisade culturelle, donc vous vous doutez que c'est dans cet état d'esprit. Mais ce qui est vrai, vous avez pas raison. Que pour boire du thé. Non, voilà. Il faut redéfinir les mots. C'est vrai que le mot catholique est relativement galvaudé par les temps qui courent. Et donc pour moi, je demande de respecter l'enseignement que le Christ a donné à ses apôtres. Donc on le connaît par des sources historiques qui sont des sources certaines. Je ne parle pas d'articles de foi, je parle d'histoire, c'est-à-dire les Écritures. Donc c'est ce que j'appelle être catholique, plus la tradition, parce qu'il ne faut pas oublier la tradition. C'est la deuxième source du catholicisme. Donc pour être catholique, il faut se sentir vouloir participer à l'Église, qui est le corps mystique du Christ. Voilà le terme que j'entends catholique. Et il faut bien préciser un certain nombre de choses parce que des gens se disent catholiques, mais ils ne le sont pas nécessairement. C'est notamment le cas des Rose-Croix. Donc on va tout de suite parler des Rose-Croix. Mais les Rose-Croix au XVIIe siècle se sont prétendus catholiques, mais ennemis de l'Église. Donc ils employaient le mot catholique au sens universel. Donc je ne sais pas aujourd'hui dans quel sens les personnes qui se disent catholiques peuvent employer ce terme. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de gens, y compris malheureusement des clercs ou même des prélats, dont on voit très bien qu'ils ne sont pas catholiques, ils n'ont pas la foi catholique, mais ils persistent à se revendiquer de cette religion, peut-être pour la subvertir. Bon. Et ce que je voudrais dire aussi, parce qu'on parle des Rose-Croix, parce qu'on est dans ce sujet-là, les Rose-Croix, dans leur légende que j'ai analysée dans un livre antérieur qui s'appelle Les sources occultes de la philosophie moderne. Le livre Le siècle des Rose-Croix, là, qui sort, est le 2e tome d'une série qui s'appelle La conspiration des philosophes. Et dans leur légende, les Rose-Croix se réfèrent au christianisme, à un Christ, mais à un Christ qui serait, parce que je dis bien qui serait le Christ de l'Orient. Et ce Christ est mythique, c'est-à-dire que ce n'est pas un Christ historique. La vraie religion catholique est fondée sur l'histoire de Jésus-Christ et de ses apôtres. J'insiste parce que l'écriture a été produite très vite par des témoins directs. Donc nous avons absolument des sources certaines historiques, pas simplement en matière de foi. C'est cela le catholicisme, avec la tradition, c'est-à-dire l'autorité pour interpréter les Écritures. Le grand problème du protestantisme ayant été de laisser à n'importe qui le soin d'interpréter les Écritures, et personne n'est compétent. Et les seules autorités compétentes, ce sont les successeurs des apôtres. Donc voilà ce que j'entends par catholicisme. Je vais quand même faire un aparté parce que on a beaucoup parlé du président Macron qui a dit qu'il était catholique. Bon, alors j'ai entendu ça avec beaucoup d'intérêt en me disant pourquoi pas, mais je voudrais quand même dire c'est très bien, mais les Rose-Croix sont des initiés judéo-égyptiens, c'est-à-dire qu'il y a l'ésotérisme kabbalistique et l'ésotérisme, on va en reparler tout à l'heure, de l'Égypte. Oui. Or, le président Macron a fait son discours pas devant Notre-Dame de Paris, mais devant une pyramide. Donc moi je prends acte de son acte de foi catholique, je demande simplement de quel catholicisme il s'agit, et ce que je souhaite dans ce cas, c'est qu'il sauve le catholicisme en France, c'est-à-dire que déjà il n'y ait pas une vague islamique qui nous submerge. Et la deuxième chose, je conclurai là-dessus, c'est de dire que moi, j'estime que le catholicisme devrait redevenir la religion d'État. Car la France doit remplir une mission eschatologique, c'est-à-dire une mission des fins dernières, et que pour l'instant, elle est très loin de la remplir, ce pourquoi d'ailleurs elle est punie.
Voilà. Alors, le problème, c'est que la religion catholique, en tout cas l'Église, le clergé, plus exactement, est en crise. En crise profonde. Les problèmes se cumulent. Alors le deuxième terme, c'est anti-moderne. Pardon, voilà, je vais pas être trop long. On va parler de ça, mais nous parlons du cercle catholique. Voilà, catholique anti-moderne. Donc le terme catholique, je pense que je l'ai suffisamment défini. Oui. Alors anti-moderne, c'est au plan religieux d'être anti-moderniste. Vous savez que le modernisme dans l'Église, c'est de faire prédominer le sentiment sur le dogme, sur la raison. C'est-à-dire, c'est un abandon de la raison. Moi, je suis un défenseur de la raison et du dogme. On parlera tout à l'heure de Pascal, mais c'est le problème du cœur, de savoir ce qu'est le cœur. La deuxième, je vais plus loin que l'opposition au modernisme en matière religieuse, je suis un anti-philosophe moderne. Et je voudrais dire pourquoi, c'est-à-dire que la philosophie moderne a été substituée à la tradition chrétienne par la Révolution, et que nous vivons dans le monde moderne, c'est la première fois que la philosophie régente la société et non plus une religion, quelle qu'elle soit, dans les traditions antérieures, dans les civilisations antérieures, c'était le cas, et que l'époque moderne, l'époque révolutionnaire, est la plus meurtrière de tous les temps. Le XXe siècle a vu 200 millions d'êtres humains assassinés, et la plupart innocents. Je crois que quand je dis que je suis anti-moderne, on me demande pourquoi, je dis parce que la philosophie moderne est responsable de centaines de millions de morts. Et que nous n'avons malheureusement, la révolution n'est pas finie, c'est ce qui a été dit, donc nous sommes toujours dans une ère révolutionnaire qui est meurtrière en êtres humains. Moi, je me suis plongé sur la philosophie moderne et je m'oppose à la philosophie moderne parce qu'elle a dévié, parce qu'elle elle a impliqué l'athéisme et qu'elle a appliqué le sacrifice des masses. Le monde moderne est un échec. Je crois que c'est la première chose dont on a à avoir conscience pour dire que ce n'est pas une discussion d'intellectuels, de revenir sur les fondements de notre société. C'est regarder le désastre qu'a été le XXe siècle. Voilà. Bien sûr, nous parlons d'idées, mais ce sont des idées qui ont des conséquences très concrètes et très graves. Voilà, donc là, c'était la présentation du Cercle catholique anti-moderne que vous fonderez officiellement le samedi 14 avril à 17h, au cours de la signature donc des Amis d'Alain Pascal. Des Amis d'Alain Pascal, de 15h à 18h. Voilà. Paris 16e. Bon, vous pourrez retrouver les informations sur le site de la radio ou sur mon site personnel thibautdechassé.com ou alors en téléphonant au secrétariat. Ou sur le site de la Librairie Française, si vous voulez le donner. C'est librairiefrançaise.fr, c'est ça ? Exactement. Bon. Voilà. Entrée gratuite et puis librairie sur place. En tout cas, moi j'y serai. Je serai très heureux de vous retrouver, chers auditeurs. Voilà. Pour terminer avec les annonces, je dois signaler que le samedi 21 avril, à la Librairie Française, justement, de 15h à 18h, Olivier Piacentini signera ses livres, dont le dernier, qui connaît un succès important et mérité, intitulé « La mondialisation totalitaire ». Et donc ce même jour, au même moment, donc de 15h à 18h, Maxence Écart ainsi que le frère Thierry signeront un livre collectif qui va paraître d'un jour à l'autre, intitulé « Regard sur Maurras ». Voilà, un livre collectif consacré à celui dont nous fêtons le 150e anniversaire de la naissance. C'est le samedi 21 avril de 15h à 18h, donc Olivier Piacentini, Maxence Écart et le frère Thierry, à la Librairie Française, 5 rue Auguste Bartholdi, Paris 15e, métro Duplex. Alors il y a déjà un message d'auditeur, Elisabeth ? Un auditeur demande « La disposition de certains objets sur le portrait présidentiel de M. Macron laisse penser que celui-ci fait partie d'une société secrète, comme cela a été déjà sous-entendu par certains. M. Macron fait-il partie des Rose-Croix ou d'une autre société secrète ? Je souhaiterais connaître l'avis de M. Pascal. » Alors, on a déjà un petit peu abordé. Oui, un peu abordé. En ce domaine, on n'a pas d'avis. C'est-à-dire qu'on a des preuves ou on n'a pas de preuves. Voilà. On peut avoir le vocabulaire employé, les attitudes, les symboles choisis font penser qu'il y a une connaissance spéciale de l'ésotérisme derrière. Et me fait effectivement penser au Rose-Croix. Alors je ne dis pas à la secte Rose-Croix, mais vous savez que, et je parle devant Karl van der Eycken, qui connaît particulièrement cette initiation, vous avez un degré qui est le 18e, c'est cela c'est cela, oui. Dans le rite écossais. Ancien et accepté, qui s'appelle « C'est prince ou chevalier Rose-Croix ».
Chevalier Rose-Croix. Chevalier Rose-Croix. Donc, si vous voulez, c'est un ésotérisme qui persiste en franc-maçonnerie. Et les Rose-Croix étant d'ailleurs, on va en parler, mais les ancêtres des francs-maçons. Des francs-maçons, on va encore s'entendre aussi sur les mots, modernes, c'est-à-dire spéculatifs, ceux qui ont fondé leur loge à Londres, la Grande Loge de Londres, en 1717. C'est pourquoi l'année dernière, nous avons tenu avec Karl van der Eycken une conférence avec aussi le professeur Ozakmer et Serge Abad-Galardo, un colloque qui sera en vente évidemment aussi dans les axes en vente le 14. En tout cas, il est vrai que le président Macron envoie des signaux, des signaux étonnants. Voilà, bon, peut-être sans le vouloir et sans que cela prête à davantage, mais je ne sais pas si vous avez vu ce tableau là dans le palais de l'Élysée, devant lequel il pose, avec une rose et puis des symboles dessus. Oui, on voit, je l'avais pas vu, effectivement. Alors c'est une femme avec 3 roses, si je comprends bien. Oui, il semblerait. Il y a les couleurs, il y a des roses dans les cheveux, et puis il y a un pentacle en dessous du portrait de la dame. Enfin, c'est un tableau très étonnant. Oui, ça fait un jaser symbole, un peu sur Internet. Il y a de quoi. Et puis quand on prend une photo dans ces conditions, évidemment, rien n'est laissé au hasard. Absolument. Mais là, c'est effectivement tout à fait, c'est le pentacle qui est un des symboles maçonniques certains. Et la rose, justement. Le symbole de la rose est une référence rosicrucienne, c'est-à-dire que c'est... alors justement, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Les Rose-Croix et puis le lien qu'il y a entre eux et la philosophie moderne, c'est un petit peu la thèse de votre livre, Alain Pascal, ce lien entre Rose-Croix et philosophie moderne, notamment à travers René Descartes, qui est un des fondateurs de la philosophie moderne. Karl van der Eycken, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, à propos de la franc-maçonnerie et les Rose-Croix. Les Rose-Croix, c'est un mélange de Kabbale, nouvelle Kabbale, qui vient donc de Isaac Luria. C'est un mélange donc avec l'hermétisme et aussi avec de l'alchimie. Donc alors, ça, c'est un petit peu le cocktail de leur doctrine. Alors, en maçonnerie, et en effet, le 18e degré, celui de Rose-Croix, a été pendant longtemps le nec plus ultra de la maçonnerie. C'est-à-dire que c'était vraiment le sommet. Et en fait, il y a un lien direct. Il y a des historiens maçonniques qui contestent vraiment donc la filiation entre les Rose-Croix et la maçonnerie, parce que ça ne les arrange pas. Mais quand on regarde ce qui se passe, vraiment les faits qui sont là, l'initiation maçonnique commence avec un cabinet de réflexion, où le candidat doit réfléchir un petit peu, rédiger son testament, et dans ce cabinet de réflexion, il n'y a que des symboles alchimiques. Il n'y a que ça. Après ça, il sort donc de ce cabinet de réflexion, il commence l'initiation maçonnique, qui est une descente aux enfers. Ça s'appelle comme ça. Et d'ailleurs, ça rappelle le livre de Comenius, Lux in Tenebris. Oui, on parlera de Comenius tout à l'heure, j'espère. Oui. Il y a aussi chercher la pierre cachée, qui est donc vitriol. C'est donc la pierre cubique qui est donc au fond de la Terre. Et au fond de la Terre, on ne peut pas descendre plus bas, bien sûr, donc c'est pas le ciel. Ouais. C'est déjà la vérité à l'intérieur de chaque être, ou symbolisée par le centre de la Terre. La devise vitriol est un acronyme maçonnique. Visiter l'intérieur de la Terre. Visiter l'intérieur de la Terre, c'est une traduction. Et tu trouveras la pierre philosophale. Voilà. Et ce que vous dites tout à fait exact. Les Rose-Croix s'inscrivent dans la suite. Alors là, les Rose-Croix, je vais en parler au XVIIe siècle, parce que le mouvement devient officiel au XVIIe siècle. Mais il y a dans les siècles précédents déjà des sociétés secrètes Rose-Croix, mais qui ne sont pas encore reconnues, qui ne portent pas encore officiellement ce nom, et en font partie justement, puisque Monsieur van der Eycken en parlait, les alchimistes. Alors justement, j'allais vous demander. C'est la suite des alchimistes. Il faut que nous parlions de la genèse. Vous n'avez pas fini, Karl van der Eycken ? Non, terminé. Allez-y. Pour aller vite, pour arriver au 18e degré, en maçonnerie, donc l'apprenti commence avec à tailler la pierre brute cubique, et après donc il y a question donc de la pierre cubique à pointe, ce qui est la représentation donc de la pierre philosophale. Et ce qui permet aussi cette figure de faire la quadrature du cercle, mais je ne veux pas le développer, peut-être dans un article un jour parce que c'est un peu long. Bref, on arrive
je vais vite, au 18e degré, là, il y a la pierre cubique à pointe qui représente, même pas le Christ, parce que c'est vraiment blasphématoire, mais c'est-à-dire que le rituel du Rose-Croix, ça se passe pendant Pâques. On éteint toutes les lumières, tout est dans le noir, désarroi, et 3 jours pendant l'agonie du Christ, c'est la pierre qui se met à pleurer. Donc l'humanité du Christ n'existe pas. Et donc les Rose-Croix finissent donc par retrouver la parole perdue. C'est la même parole, en quelque sorte, qu'il avait déjà trouvée au 3e degré, parce que c'est toujours cette étoile flamboyante que nous venons de retrouver, en quelque sorte, avec cette représentation qui orne notre cher président. Ouais. Alors, étudions un peu d'abord la genèse de cette société, de ce courant Rose-Croix, qui est beaucoup plus méconnu évidemment que la franc-maçonnerie, qui est assez étonnant. Alors vous avez évoqué, Karl von Dericken, l'hermétisme et l'alchimie. Alors, il faudrait tout de même définir un peu ces deux notions pour nos auditeurs. Alors allez-y Alain Pascal. C'est le problème de savoir les Rose-Croix prétendent à une tradition primordiale, c'est une tradition qui précéderait toutes les autres et qui est l'hermétisme. Alors c'est un faux historique parce que la première tradition n'est pas l'hermétisme. La première connue est le Tao chinois, et la première, en vérité, est la tradition adamique, qui précède toutes les autres. Donc, on sait que l'hermétisme existe en tant que tradition à partir du IIe siècle après Jésus-Christ. Bon, j'avais étudié tous ces phénomènes historiques dans mon premier livre, dans la guerre des gnoses, qui s'appelle la pré-Kabbale. Donc, si vous voulez, moi, je reprends les sociétés secrètes à partir du IIe siècle jusqu'au XVIIe siècle. Donc, la tradition hermétique, elle a été transmise dans certains monastères, mais elle a surtout été transmise à travers l'islam. Et le rosicrucisme, c'est-à-dire l'ésotérisme des Rose-Croix, naît d'une compromission entre l'ésotérisme dit chrétien, donc dont les hermétiques qui se prétendent chrétiens, alors qu'ils sont justement des initiés judéo-égyptiens et non pas chrétiens, et les pardon. Alors on parlait de l'hermétisme. Voilà, compromission, ésotérisme judéo-égyptien. Voilà, c'est ça, et qui est transmis à travers les siècles et qui est transmis par l'islam. Donc, un certain nombre de symboles sont transmis dans la littérature musulmane, en tout cas écrite en arabe, qui est traduite à partir du XIIe siècle. Et on retrouve à ce moment-là ce qu'on a appelé le livre d'émeraude, la table d'émeraude, d'où viennent, dans lequel puisent les alchimistes ont puisé leur ésotérisme. Et vous avez au XVIe siècle, autour notamment de Paracels, qui est un contemporain de la Réforme et qui est mêlé au mouvement de ce que j'ai appelé la révolution luthérienne. Il y a des dessous. Bon, je suis donc un spécialiste, si je peux m'exprimer ainsi, de l'histoire secrète. Donc il y avait des sociétés secrètes d'alchimistes qui étaient déjà liées aux humanistes, au complot humaniste de la Renaissance et au complot qu'est la Réforme. C'est pas la Réforme en elle-même au plan religieux, mais c'est la révolte, véritable révolution politique, n'est-ce pas, qui prend prétexte de la Réforme de Luther. J'ai développé ça dans mon livre qui s'appelle La Réforme, cette révolution. Et au XVIe siècle, ce complot alchimiste continue, il est toujours dans l'ombre, et il arrive au début du XVIIe siècle, donc on est en fait en 1614 pour être très précis, où les Rose-Croix se dévoilent. C'est-à-dire qu'il y a 3 manifestes qui sont publiés en 1614. Avant d'en arriver là, si vous voulez, Alain Pascal, parlons un peu des alchimistes. Donc l'hermétisme, on a compris que c'était une tradition ésotérique qui puise dans l'ésotérisme judéo-égyptien. C'est repris donc par les alchimistes. Qui sont les alchimistes? Que font-ils? On a l'image courante de sympathiques savants qui font, à vrai dire, de la chimie, ce qu'ils faisaient peut-être aussi, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Karl von Dericken. Je vais permettre un sujet un petit peu difficile, c'est-à-dire que l'alchimie, c'est plutôt l'application de l'hermétisme. Les deux sont strictement liés. C'est de l'application, je veux dire que il s'agit des transmutations des métaux, par exemple, mais c'est donc une analogie par rapport à l'être. C'est-à-dire que le plomb changé en or, c'est donc l'ombre qui doit devenir le soleil. Et le mot alchimie, Alain Pascal parle de l'Égypte, bien sûr, ça vient du mot alchémia. C'est une science égyptienne. C'est même la science noire. Kémie, ça veut dire noir.
C'est magie noire, si vous voulez, c'est lié à la magie noire. Et tout le phénomène des sorcières qu'on voit aussi dans le XVIe siècle, tout ça c'est lié. Tout ça, ce sont des mouvements, ce sont des sociétés secrètes. Bon, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a une vénération du diable. Et quand on parle de l'ésotérisme des Rose-Croix, donc dans le livre précédent, parce que vous me parlez des alchimistes, mais les alchimistes, j'en parle dans le livre qui s'appelle Les sources occultes de la philosophie moderne. Bon, je voudrais pas revenu ce soir, on va venir des Rose-Croix, mais c'est la filiation. Si vous voulez, c'est la filiation totale. Ce sont les sociétés secrètes, en fait, d'alchimistes qui tout d'un coup se dévoilent et se disent Rose-Croix. Voilà. Ils affirment. Alors, dans le premier manifeste, ça se passe avec des manifestes. Dans les premiers manifestes, où on raconte une histoire. D'abord, c'est un appel à former une société de savants. Mais ce manifeste s'adresse aussi aux érudits et elle s'adresse aussi aux chefs politiques. Donc il s'agit aussi d'initier les chefs politiques pour avoir accédé au pouvoir. Donc on apprend la vie d'un fameux Rosenkreutz. Alors au début, il s'appelle RC dans le premier manifeste, on ne sait pas exactement qui c'est. Il va s'initier à l'ésotérisme islamique en Arabie et il est initié à la Kabbale au Maroc, et il revient mourir en Europe, où il fonde une société secrète. Et dans le deuxième manifeste, on apprend qu'il s'appelle Rosenkreutz, qui veut dire Rose-Croix. Évidemment, c'est la tradition. Alors, c'est un personnage qui est légendaire, mais ce qu'il a vécu a très probablement été vécu par de nombreux alchimistes. Il y a pendant tout le fin 15e et tout 16e siècle, alors je donne tous les noms, évidemment dans mon livre, je reprends évidemment toutes ces légendes, qui ont, si vous voulez, eu cette double initiation à l'ésotérisme islamique et à la Kabbale. Bon, la Kabbale étant la tradition ésotérique juive, qu'on soit bien dans savoir les données exactes, et qui est une rupture avec la religion juive dans laquelle s'inscrit le christianisme. Oui, mosaïque. Mosaïque, voilà. Elle est hérétique vis-à-vis de l'Ancien Testament comme du Nouveau, bien entendu. Donc c'est ce mouvement-là, et dont parlait tout à l'heure Karl van der Eycken, ce sont des mouvements qu'on ne connaît pas du tout, car vous avez à la fin du XVIe siècle, vous avez dans la lignée des alchimistes un mouvement qui s'appelle la Seconde Réforme, et dont le fameux théosophe Jacob Böhm, dont je parle aussi dans mon précédent livre, et qui va tout de suite concerner la philosophie moderne, est le plus grand représentant, c'est s'exprimer le prophète de la fameuse seconde réforme des alchimistes. Or, l'intérêt, c'est que ce fameux Jacob Böhm a créé l'idéalisme avant Descartes. C'est-à-dire 25 ans avant Descartes. Vous savez que Descartes est le premier philosophe dit moderne, et que la première philosophie moderne, c'est l'idéalisme. Je vais pas expliquer ce qu'est l'idéalisme. Dans les auteurs que j'ai là invités, il y a Jean de Rouen, et je crois que les gens qui veulent être initiés à la philosophie peuvent se procurer son livre, parce que là, ils auront toutes les définitions. Donc, en fait, avant Descartes, existe déjà l'idéalisme philosophique dans la théosophie de Böhm. Or, ce qui est très important, c'est de savoir, par exemple, que des grands philosophes surtout la philosophie, l'idéalisme allemand, c'est-à-dire Hegel, a revendiqué la filiation de Böhm plus que de Descartes, ou autant que de Descartes. On ignore Böhm, on cache Böhm, alors qu'il a plus d'influence, au moins autant d'influence que Descartes, sur la philosophie, à partir du XVIIe siècle. Alors, vous lui consacrez justement une large partie. Une large partie du livre précédent, qui s'appelait Les sources occultes de la philosophie moderne. Le premier tome de cette nouvelle série intitulée La conspiration des philosophes. Et donc, on arrive là à la révélation. La société secrète Rose-Croix dévoile son existence. Donc, on est en 1614, et vous avez un troisième manuscrit, je crois que c'est 1616 sauf erreur, qui s'appelle Les Noces chimiques de Christian Rosenkreutz, où on raconte son initiation. Et là, on assiste à une véritable description d'une initiation en 7 degrés, qui sera évidemment, qui va inspirer une grande partie des initiations maçonniques d'après. Donc vous avez une filiation qu'on peut tracer par l'histoire, c'est-à-dire par les gens qui ont été Rose-Croix, notamment en Angleterre et en Allemagne, avant les francs-maçons, jusqu'à la franc-maçonnerie, la création de la franc-maçonnerie de 1717, qui est l'œuvre d'un
d'un Rose-Croix qui s'appelle Desaguliers, enfin qui est un des principaux créateurs, c'est un Rose-Croix. Donc alors, il est au moins initiative. C'est contesté. Alors si vous voulez, c'est le lien principal entre les Rose-Croix, le lien humain principal entre les Rose-Croix et la franc-maçonnerie. Vous savez, avec la franc-maçonnerie, le problème c'est que voilà, les choses sont avouées, contestées. Comme ça, tout le monde s'y perd. Mais enfin, il y a un certain nombre d'auteurs et c'est même reconnu dans des dictionnaires maçonniques qu'en tout cas, Desaguliers, qui devient en fait un des rédacteurs principaux des fameuses constitutions qu'on appelle d'Anderson, mais c'est Desaguliers le personnage principal, fait rentrer l'ésotérisme Rose-Croix. C'est absolument reconnu. Il est absolument reconnu et la filiation, elle est historique aussi. Bon, je la décris. On va en parler, j'espère, tout à l'heure, parce que là, on part sur autre chose que la philosophie, mais le lien est quand même très direct par des personnages comme Elias Ashmole, dont on connaît le parcours. Donc il y a et par la Royal Society. Donc si vous voulez, il n'y a pas de contestation. Les contestations, elles sont toujours pour faire douter. Ça, c'est un des grands problèmes, c'est que on dit une vérité, on dit quelque chose, on avoue quelque chose et on revient en arrière. Ce qui va se passer d'ailleurs avec les fameux Rose-Croix, c'est-à-dire qu'ils se dévoilent en 1614, mais après 1620 et notamment après la défaite de la Montagne Blanche, c'est-à-dire que vous savez que la guerre de 30 ans débute en 1618 et que il y a un État qui est le Palatinat. Bon, ça a été étudié par une chercheuse anglaise qui est reconnue, qui est Yates. Le Palatinat va servir aux Rose-Croix comme un État rosicrucien, et ils vont vouloir prendre l'Empire. Vous avez l'empereur Rodolphe II qui meurt en 1612 et qui avait réuni en Bohème les fameux alchimistes à Prague. Et après sa mort, les empereurs sont beaucoup plus réticents à l'égard des alchimistes. D'où la guerre de 30 ans qui est probablement créé. Il y a un prince de Hesse-Cassel qui finance les Rose-Croix. Donc, si vous voulez, il est très probable qu'il soit à l'origine de cette guerre. Et après la défaite de la Montagne Blanche, en 1620, donc en 1619, l'électeur palatin est pressenti pour prendre le trône de Bohème. Et en 1620, c'est la défaite de la Montagne Blanche, et à ce moment-là, les Rose-Croix redeviennent invisibles. C'est-à-dire, ils regagnent l'obscurité, et ils se déclarent invisibles, et à partir de 1622, donc on est tout à fait au début du XVIIe, et pour bien préciser les choses, Descartes va écrire son discours de la méthode en 37. Donc à partir de 1622, des sociétés secrètes Rose-Croix sont invisibles, ils se déclarent les invisibles, des collèges invisibles, et ils sont partout, y compris en France. Y compris en France. Alors vous nous avez dit quelque chose d'intéressant, Alain Pascal, c'est que ces Rose-Croix, ces alchimistes, un peu comme la franc-maçonnerie d'ailleurs, ce ne sont pas que de sympathiques érudits dans leur coin qui étudient et qui cherchent à s'améliorer spirituellement, à se transformer eux-mêmes. Ils ont des volontés politiques. Alors, transformer la société. C'était valable. Donc c'était déjà le cas à l'époque, oui. Et c'est toujours le cas évidemment avec la franc-maçonnerie, qui a une influence politique et culturelle considérable. Et il est reconnu dans ses manifestes que non seulement ils font de l'or, n'est-ce pas, la pierre philosophale c'est l'or, mais c'est aussi de l'or pour acheter les monarques et les initiés. Donc l'électeur Frédéric du Palatinat est quasiment le premier monarque écléré, si on peut s'exprimer ainsi. Bon, en tout cas, c'est pour ça que nous sommes concernés. Donc voilà, et il y a la guerre de 30 ans. Karl van der Hecken, vous vouliez préciser quelque chose ? Oui, juste je vais verser quelque chose au dossier. Donc, les manifestes, c'est très politique, même mondialiste, parce qu'on veut remplacer l'Église catholique, bien sûr, par une Église universelle, une seule. On veut soumettre toute l'humanité en quelque sorte. C'est une très longue histoire qui va le jour aussi qui va se définir de plus en plus au 19e siècle avec Saint-Yves d'Alvèdre. Bon, là on sort bien sûr du cadre de notre sujet, mais je voulais quelque chose qui est peu connu, l'ordre de la Toison d'Or. L'ordre de la Toison d'Or, c'est 1517 à peu près, aux alentours, et c'était d'origine déjà purement hermétique.
En plus, il y avait déjà les 2 colonnes. C'était pas les 2 colonnes du temple de Salomon, comme c'est le cas en maçonnerie. C'était donc les 2 colonnes de Hercule. Il faut savoir que Hercule, dans l'Antiquité, c'était la limite du monde. C'est-à-dire que ce sont les 2 bornes solsticiales, entre lesquelles donc se meut le soleil, donc jusqu'entre l'hiver et l'été. Donc, et il y avait une banderole entre les 2. Et marqué en latin, nec plus ultra, donc pas plus loin, on a atteint la limite. Et je rajoute, donc là nous sommes en 1517, et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve le nave d'Argo. Argo, donc c'est l'argonaute de la mythologie grecque, et qui est assimilé au ventre de la Vierge, déjà, 1517. Je veux dire qu'on voit plein de choses déjà pas très nettes, en pleine Renaissance. Bon, je vais m'arrêter là. Tout ce que je voulais signaler, c'est que les 2 colonnes, curieusement, mais peut-être pas d'Hercule, mais de la maçonnerie, on les a placées ensemble, et la banderole, qui est un nec plus ultra, tourne autour comme un serpent, et c'est le signe du dollar. Oui. Et alors, pour dire, je voudrais revenir sur le 3e manifeste, parce que je retrouvais là. Il est écrit dans ce manifeste que l'initiation, on va faire un homme nouveau, c'est-à-dire l'initiation que reçoit le fameux Rosenkreuz, c'est pour faire une nouvelle humanité. Ce qui sera la révolution, c'est refaire une humanité nouvelle, détruire l'humanité ancienne pour refaire une humanité nouvelle. L'humanité ancienne, c'est celle qui a été créée par Dieu. Je pense à la mode aujourd'hui du transhumanisme. Nous sommes exactement dans la même filiation. Et le New Age, si vous voulez, Böhm est un ancêtre du New Age, et les Rose-Croix sont directement aussi à l'origine du New Age. On est dans le même ésotérisme que je vais appeler une sorte de pathos kabbalistique, et on aboutit même jusqu'au gauchisme. C'est exactement la même filière en philosophie. Il faut bien que les idées en vogue actuellement sont les idées de cette époque-là. C'est d'une actualité totale. Donc le mythe de l'androgyne aussi. Voilà, le mythe de l'androgyne. Parce que justement, on va faire une nouvelle humanité androgyne, et un garçon et une fillette nouvelle. Alors, la nouvelle femme, ça sera évidemment la nouvelle Héloïse de Rousseau. Tout ça est absolument dans la même filiation ésotérique. Et on verse dans leur bouche le sang du phénix. Ça c'est dans la légende des Rose-Croix, dans le texte sur les noces chimiques que je cite dans mon livre. Et le phénix, c'est la philosophie. Donc, le nouveau féminin et le nouveau masculin sont nourris d'une philosophie, et à ce moment-là, on assiste à un globe en feu. Le globe prend feu, c'est-à-dire c'est la révolution. Et on sacrifie le roi. Dans ce texte, on coupe la tête du roi pour créer une nouvelle ère. Et l'élu avance vers la femme symbolique, le féminin ésotérique, pardon si je parle d'ésotérisme, mais c'est ça, avec une rose à la main. Or, on a aussi vu un président de la République avancer, après son élection, une rose à la main, et aller au Panthéon, qui est le cimetière des héros maçonniques. Donc, si vous voulez, ça n'est pas du tout de l'histoire ancienne, c'est toute une symbolique qui se perpétue jusqu'à nos jours. Elisabeth va nous faire quelques rappels. Vous êtes sur Radio Courtoisie, à l'écoute du Libre Journal de la France profonde de Thibaut de Chassey. Nos invités ce soir sont Alain Pascal, spécialiste de l'histoire occulte, auteur de plusieurs ouvrages aux éditions des Cimes, et Karl van den Hecken, spécialiste de l'ésotérisme. Cette émission est diffusée en direct jeudi 12 avril de 21h30 à 23h et en rediffusion dimanche 15 avril aux mêmes horaires. Vous pouvez nous faire part de vos remarques au téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courriel à l'adresse courtoisie@courtoisie.fr. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, une auditrice demande, par rapport à M. Macron, il a surgi au pouvoir grâce aux Américains dont il est le vassal, or l'Amérique est l'empire de la franc-maçonnerie. Confirmez-vous ? Disons que c'est un important centre maçonnique, effectivement. Mais il n'est pas le seul. Alors, je vais pas rentrer... j'ai écrit aussi un livre qui s'appelait « La trahison des initiés » sur l'histoire maçonnique. Bon, il faut savoir que la maçonnerie française n'est pas la même que la maçonnerie anglo-saxonne. Il y a en France elle-même des obédiences, c'est-à-dire des organisations qui sont différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas reliées par une religion qui est la gnose. Bon, j'ai écrit 4 tomes de la guerre des gnoses pour remonter à la source de la religion commune des obédiences. Ok ?
Enfin, pardon pour le hockey. D'accord. Un euro, d'accord. Alors, oui. Karl van der Hecken. Oui, à mon avis, la seule différence entre la maçonnerie américaine et la franc-maçonnerie française ou continentale, c'est que pour arriver au 33e, sauf quand on est président de la République, ça se passe en une soirée, sinon ça prend un certain temps. Et aux États-Unis, on passe tout de suite au 30e en un seul jour. Donc, on peut effectivement se payer un voyage quand on est maçon pour aller aux États-Unis et revenir 15 jours plus tard avec un décor 30e et qui doit être reconnu. Enfin, je reviens à notre sujet parce que... Il y a encore d'autres messages. Non, allez-y, moi j'ai le temps. Très bien. Un auditeur nous parle de Gabriel Naudet. Oui. Date de naissance est 1600 et mort en 1653. Est-il l'inventeur des Rose-Croix ? Non. Alors, je raconte ça aussi évidemment. Quand le pouvoir royal sait qu'il y a... Parce que les Rose-Croix font des affiches où ils affirment faire séjour visible et invisible à Paris. Donc le pouvoir royal est très inquiet et il charge Gabriel Naudet d'une enquête. Or, Gabriel Naudet est spécialement bien placé parce qu'en fait, il est Rose-Croix en secret, ou il est très très proche d'eux. Donc en fait, il y a une enquête, mais il n'est pas du tout l'inventeur. Il est celui simplement qui, en France, a été chargé par le pouvoir royal de faire une enquête. Et il a masqué beaucoup plus que ce qu'il n'a dévoilé, bien entendu. Donc Naudet fait partie d'un certain nombre de personnages. Vous avez au début du XVIIe, avant le classicisme, ce qu'on a appelé la cabale libertine, qui est une cabale littéraire. Oui, vous en parlez pas mal dans votre livre. Oui, parce que ce sont des mouvements qui précèdent le classicisme. Et s'il n'y avait eu que la cabale libertine, il n'y aurait pas eu le classicisme. Le classicisme, lui, descendant de la Renaissance catholique que l'on doit à Louis XIII. Donc, si vous voulez, il y a tout un plan culturel et Naudet fait partie effectivement d'un mouvement qui s'appelle la cabale libertine. Alors, parlez-nous un peu justement de cette cabale libertine. Cette cabale libertine, alors c'est un certain nombre d'auteurs, c'est un mouvement qui dure une dizaine d'années et qui a un philosophe qui continue cette... Alors c'est... Comment il s'appelle ça va me revenir son nom, mais qu'importe. Donc il y a... excusez-moi, mais le nom m'en vient pas, il est dans mon livre, mais je l'ai pas sous les yeux. Je pensais pas que vous m'interrogiez là-dessus. Ce mouvement, en fait, il va avoir des successeurs, et parmi ses successeurs, il y a Molière. Car Molière est proche de Gassendi, et Gassendi est un philosophe qui va contredire Descartes, parce que Gassendi est matérialiste, mais qui prolonge la cabale libertine. Et qui, en fait, va avoir les mêmes amis que Descartes, parce qu'on va quand même arriver à notre Descartes, notamment le fameux Isaac Beckman, que Descartes va connaître quand il sera en Hollande. Ce que je veux dire avant de partir de Descartes, c'est que il y a avant Descartes Böhm, dont j'ai parlé tout à l'heure, et vous avez d'autres Rose-Croix qui sont extrêmement importants. C'est en Angleterre, c'est Francis Bacon, et en Italie, les hérétiques que sont Giordano Bruno et Campanella, parce que ce sont eux qui vont influencer le fameux Galilée. Donc l'affaire Galilée, et vous savez que l'affaire Galilée est essentielle dans l'hypocrisie qu'aura Descartes à affirmer son catholicisme. Galilée est condamné en 1633. Donc si vous voulez, la première partie de mon livre est aussi pour parler de ces pseudo-scientifiques, parce que la philosophie moderne a voulu se fonder sur la science, mais la plupart de ces scientifiques, une grande partie de ces scientifiques, sont d'abord des initiés, c'est-à-dire que leur science est ésotérique, c'est pas une science qui est pas nécessairement exacte. Ça veut pas dire que ce n'étaient pas des grands mathématiciens. Mais Francis Bacon, qui est le créateur du matérialisme philosophique, avant Descartes lui aussi, et d'une méthode expérimentale qui va devenir une méthode expérimentale moderne. Donc si vous voulez, et il est Rose-Croix, et il devient chancelier d'Angleterre en 1618. C'est pour vous dire l'importance politique qu'a déjà ce mouvement. Oh. Et avec un autre alchimiste qui est connu, qui est Robert Floyd, et qui lui aussi crée une maçonnerie rosicrucienne dont vont naître les loges maçonniques anglaises. Donc là, il y a toute cette filiation. Et ensuite, vous avez le Giordano Bruno qui est en Italie qui va aussi lui aller jusqu'en Allemagne, créer des sociétés secrètes qui sont liées au mouvement Rose-Croix qui se dévoile en 1614. Vous avez en Italie un auteur qui s'appelle Boccalini et qui écrit un texte qui sera mis en prélude d'un des trois manifestes. Donc vous avez un véritable complot international avant Descartes. Et tout cela aboutit à Galilée, parce que Galilée est en fait un élève du fameux Giordano Bruno, dans lequel les philosophes vont puiser énormément, et Galilée qui
n'est pas copernicien. Je rétablis aussi toute la filiation historique. Vous savez que on accuse l'Église de s'être opposée à la science. Or, Copernic est un chanoine. Il vit avant. Copernic est un contemporain de Paracelse, c'est-à-dire qu'il est un siècle auparavant. Mais il n'y a jamais eu d'affaire Copernic. Et Galilée n'a pas été condamné à cause de Copernic. Celui qui démontre... Alors vous savez que Copernic n'a jamais pu démontrer ses hypothèses. Donc les papes l'ont laissé continuer à faire ses recherches. Personne ne l'a contesté. Vous avez après un autre savant qui s'appelle Tycho Brahe, et que d'ailleurs les jésuites opposeront à Galilée dans les discussions. Et le premier qui démontre véritablement le fait que la Terre tourne autour du Soleil, donc qui remet en cause toute l'ancienne cosmologie aristotélicienne, donc ce qui a évidemment des incidences, c'est Kepler. Bon, Kepler qui est d'ailleurs à la fois un savant et aussi un ésotériste parce qu'il vit à Prague. Il vit à Prague avec les alchimistes, mais lui était quand même un véritable savant. Et Galilée, en fait, ne démontre rien. Galilée ne démontre rien, n'invente rien. C'est un mythe qui est inventé par les encyclopédistes plus d'un siècle après. Et Galilée, en fait, est condamné parce qu'il s'oppose à l'écriture. Et il n'a jamais dit lors de son fameux procès, et pourtant elle tourne. Ça n'est pas une parole historique, c'est une invention. Donc je rétablis tout ça parce qu'il faut remettre le contexte. Il faut mettre le contexte parce que on va dire la philosophie de Descartes va vouloir se fonder sur la science mathématique. Et cette mathématique, c'est la mathématique dite universelle qu'a voulu mettre en place Galilée et qui est en fait une mathématique ésotérique. Donc voilà pour mettre le contexte dans lequel on va arriver à Descartes. Oui, en effet. Mais avant Kepler, il y avait Aristarque de Samos déjà, qui avait déjà montré que la Terre... c'était pas nouveau. On redécouvre. On est bien d'accord. Bien sûr, c'était 2 siècles avant Jésus-Christ. Oui. Il y avait, oui, absolument. Il y avait déjà eu dans l'Antiquité. Simplement, à l'époque où on se trouve, en fait, c'est la cosmologie aristotélicienne. C'est-à-dire, les gens pensaient que la Terre était plate. Faut appeler les choses par leur nom. Bon. On ne savait pas tout le monde. Au Moyen-Âge, non? Non. Pas au Moyen-Âge. Bon. Mais enfin, non. C'est ce qu'on a dit. Mais si vous voulez, pensé que la Terre était ronde. Moi, l'Église au Moyen Âge, on a toujours. Ah oui, non, mais l'Église. De toute façon, l'Église n'a jamais, si vous voulez, condamné sur le plan scientifique. Elle s'est opposée à l'héliocentrisme religieux, en vérité. Elle a condamné Bruno parce qu'il faisait renaître le culte du soleil égyptien. C'est pas du tout la même chose. Donc, moi, je rétablis toutes ces vérités-là. Voilà, l'Église ne s'est jamais opposée à la science, contrairement à ce qu'on rabâche. Au contraire, elle l'a soutenue et elle entretient des scientifiques comme Jérôme Cardan, par exemple, à cette époque-là, dans les monastères, et qui sont même pas nécessairement très catholiques. Mais elle soutient quand même parce que ce sont des scientifiques. Donc elle a admis l'hypothèse simplement quand elle a été prouvée. Et ce qu'il avait été demandé à l'époque, donc vous savez que l'héliocentrisme est condamné en 1616, mais que l'Église autorise à partir de 1620 à en rediscuter. Et simplement Galilée, on lui demande, puisqu'il enseignait à l'époque, de ne pas affirmer comme certaines des hypothèses qui ne sont pas prouvées. Or non seulement c'est ce qu'il fait, mais il veut soumettre l'écriture, il veut retirer l'interprétation de l'écriture aux théologiens, pour la mettre entre les mains des scientifiques, c'est-à-dire en vérité des Rose-Croix. Et c'est pour cela qu'il est poursuivi et condamné. Donc il faut rétablir ça. Ça a une énorme influence, parce que c'est 1633, sa condamnation qui n'est pas non plus terrible. Il n'y a pas de bûcher, il n'y a rien de tout ça. Il est simplement condamné à abjurer ses hérésies. Il y en a d'autres d'ailleurs, il y a plusieurs autres hérésies. Et le discours de la méthode est de 1637, et en vérité, Descartes avait préparé un premier ouvrage qui s'appelait Le Monde, dans lequel il voulait prendre la même thèse que Galilée, et il ne publie pas ce texte-là. Et après, il fait allégeance au catholicisme parce que Galilée a été condamné. Donc, on va reparler du personnage Descartes. Je pense que c'est très important s'il y a des questions. Mais je voulais faire cette précision avant de parler de la science. Oui, alors avant cela, un auditeur nous demande: les familles de l'aristocratie française dont les armoiries comportent des roses sont-elles de tradition Rose-Croix? Non. Et j'ajouterais une autre question: quel est ce symbolisme de la rose? Alors,
la rose a représenté la Vierge. C'est la fleur. Donc, si vous voulez, les symboles. Le problème des symboles, c'est que d'abord les symboles sont très anciens. Beaucoup de symboles sont très anciens. Ils peuvent être païens et ils sont repris dans la Bible, même dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de symboles qui sont repris. Et ils sont christianisés à une certaine époque, et plus le temps avance, ils sont retournés très souvent ou pervertis par les sociétés secrètes, et souvent leur contraire. Alors il y a l'exemple de la rose. La rose a représenté la Vierge Marie, les rosaces des cathédrales. Donc les gens qui ont dans leurs armoiries des roses peuvent être parfaitement catholiques, évidemment, ça n'a rien à voir. Ouf. Oui, mais voilà. Et par contre, à partir du fameux roman de la rose, le symbole de la rose, le roman de la rose qui est une pré-théosophie, là on est avec Jean de Meung, c'est 13e, si vous voulez, la rose devient la science, la gnose. Et à ce moment-là, il y a une perversion du symbolisme qui est évidemment repris par les Rose-Croix. C'est la rose qui est mise au cœur de la croix. En soi-même, c'est une injure. C'est-à-dire que la croix en elle-même est un symbole qui se suffit à lui-même. Donc, pour mentir, les Rose-Croix disent, mais c'est la rose, c'est le cœur du Christ, mais ce n'est pas du tout le cœur du Christ. En fait, c'est la rosée céleste qu'ils tiennent de l'ésotérisme islamique. Donc on est dans une perversion des symboles. Et aujourd'hui, mais qui se pose dessus. Qui se pose dessus. Et c'est blasphématoire. Voilà. C'est blasphématoire. J'explique aussi le symbolisme, c'est blasphématoire. Vous avez un symbole qui était magnifique, c'est l'arc-en-ciel, le pontifex. Le pape qui était le pontifex, c'est le chemin entre la terre et le ciel. Donc tout ce magnifique arc-en-ciel, le phénomène extraordinaire, et qui aujourd'hui est un drapeau mondialiste. Donc, symbole retourné en son contraire. Donc, beaucoup de symboles sont comme cela. Donc, il faut savoir, et c'est comme les mots. Les mots aussi sont retournés à leur contraire. C'est la grande force de nos ennemis, c'est de s'accaparer le vocabulaire. Et on va en avoir une preuve avec Descartes, c'est le mot rationalisme, justement. Descartes va faire du rationalisme moderne, philosophique, le contraire du rationalisme scolastique. Alors justement, abordons un peu plus Descartes, c'est la deuxième partie de votre livre, et c'était sa lutte, sa confrontation avec Blaise Pascal. Alors, vous remettez en cause l'aspect rationaliste de la démarche de Descartes, pour lequel il est quand même connu. Absolument. Quand on dit on est cartésien, on est rationnel. C'est un abus total, parce que en fait, Descartes est un illuminé. C'est-à-dire que Descartes, en fait, quand il est, alors vous savez qu'il naît dans une famille assez aisée, qu'il fait ses études chez les jésuites, mais il a le choix entre la soutane et le sabre, comme on dit. Et il s'engage dans une armée protestante. Il s'engage avec le duc de Nassau. Alors il s'avère que c'est un allié de la France, mais le duc de Nassau est un protecteur des Rose-Croix. Et quand Descartes se trouve en garnison, on est dans les années 1600. C'est avant la guerre, c'est ce qu'on a appelé la trêve de 7 ans, donc il est en Hollande, et il devient l'ami d'Isaac Beckmann. Et Isaac Beckmann, qui est un mathématicien, bon, Descartes étant évidemment un grand mathématicien, et Galilée aussi, je ne vais pas nier cela, hein, je parle de la déviation qu'ils peuvent avoir dans leur doctrine, mais évidemment ce sont aussi des scientifiques. Et Isaac Beckmann, Descartes rencontre Isaac Beckmann, et ensuite quand il est à Ulm, donc en Allemagne, toujours en garnison, et il est toujours pas en guerre, et il rencontre un autre mathématicien qui s'appelle Faulhaber. Et Beckmann et Faulhaber sont des Rose-Croix. Et Descartes a lu les manifestes Rose-Croix, et il veut connaître des Rose-Croix. Alors la plupart des historiens disent qu'il n'en a pas rencontré. Or c'est faux. Descartes a rencontré des Rose-Croix, et on le sait par son premier biographe, qui est un abbé, qui est l'abbé Bellet, qui est son contemporain et qui est son défenseur, et qui explique que Descartes a rencontré des Rose-Croix. Et vous avez à ce moment-là, en 1619, c'est le fameux novembre 1619, où le fameux songe de Descartes. Vous savez que Descartes a une illumination. Il croit recevoir un message du Saint-Esprit qui lui donnerait les formules mathématiques, le mécanisme sur lequel il va fonder sa philosophie. Et en vérité, cette illumination, c'est pas une illumination par le Saint-Esprit, c'est une illumination par des Rose-Croix. Et il va décrire 3 songes, donc que je décris en reprenant d'ailleurs une biographie de Descartes qui avait été faite au XIXe siècle, mais favorable à Descartes. Et on voit bien à travers ces 3 songes qu'il s'agit d'une véritable initiation. Oui.
Donc Descartes, en fait, a été illuminé à Ulm. Et à ce moment-là, il va écrire ses ouvrages de philosophie en disant qu'il est catholique. Alors peut-être qu'il l'a sincèrement pensé, mais on l'a appelé le philosophe au masque. Vous savez que Descartes a été attaqué en 1937 et qu'à l'époque, il a été défendu par les communistes. Ça peut paraître extraordinaire, mais c'est tout à fait logique, parce que l'aboutissement du cartésianisme, c'est l'athéisme et c'est le matérialisme athée. Vous avez dans Descartes la première philosophie qui s'appelle idéaliste, mais vous avez aussi le matérialisme. À travers son premier idéalisme, il fonde un matérialisme. Donc Descartes est un illuminé, et on peut dire que sa méthode est une imposture, y compris si l'on se limite à la raison naturelle. C'est-à-dire que Descartes fonde le rationalisme sur un refus de la reconnaissance de l'objet. Les idées claires, ce qu'il appelle les idées claires, d'abord elles seraient égales dans tous les êtres humains, ça me semble très utopique, mais en plus elles sont innées, c'est-à-dire que contrairement à saint Thomas, vous savez que saint Thomas acceptait le critère de l'évidence, mais à condition que ça soit sous la contrainte de l'objet. Dieu a créé un objet que nous pouvons évidemment percevoir par les sens et sur lequel après notre intelligence peut réfléchir. Et donc l'objet nous apparaît évident, mais nous sommes sous la contrainte de l'objet que nos sens nous décrivent. Tandis que pour Descartes, l'évidence, elle est dans le sujet pensant. C'est un refus de l'objet et c'est un refus de la méthode scientifique. Donc ce que l'on appelle un rationalisme est en fait le contraire d'un fonctionnement normal de la raison. Ça avait déjà été critiqué par Henri Massis, donc qui est un auteur qu'on a oublié, mais qui a écrit un livre aussi magnifique. Hélas, oui, ce sont des auteurs anciens, mais dans lesquels, enfin, il y a quand même une centaine d'années, on trouve des perles, des petits trésors. Donc voilà le rationalisme de Descartes. En fait, vous savez que le fameux, alors je vais pas en être trop long, mais quand même, le fameux « je pense donc je suis », c'est une inversion de la scolastique, c'est-à-dire c'est une inversion du rationalisme chrétien. Nous pensons je suis, c'est-à-dire Dieu m'a créé comme être, j'ai un être parce que Dieu m'a créé, donc je pense. Car Dieu nous a accordé la raison. Notre raison naturelle, elle est créée par Dieu. Elle n'est pas dans la nature, elle est créée par Dieu. Tandis que pour Descartes, c'est le sujet pensant qui va créer l'être, le fameux sujet pensant. Je pense, ma propre pensée contribue à créer mon être propre. Et des disciples de Descartes vont aller plus loin. C'est-à-dire que dans cette logique, on va dire, donc à partir de ce moment-là, je suis, donc je crée le monde. Je deviens le créateur à la place de Dieu. L'homme va prendre la place de Dieu comme créateur. C'est ça, c'est un retour du péché originel. Descartes, en fait, transcrit en philosophie le péché originel d'Erasme. On est dans la même suite, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle La Renaissance, cette imposture. On est dans la suite du péché originel humaniste. Péché d'orgueil, le péché d'orgueil. Et donc, si vous voulez, c'est un refus en vérité de la méthode. Et Descartes dit encore pire, pardon, je termine là-dessus, c'est que il dit « je pense Dieu, donc Dieu est ». Ça veut dire Dieu n'est pas un être avant que je le pense. Donc Dieu devient une représentation anthropomorphique, et à partir de ce moment-là, il devient un fantasme, et on pourra nier Dieu. Dieu n'a plus d'être. Donc si vous voulez, ça c'est Descartes. C'est du pur subjectivisme. Pur subjectivisme, et Descartes a été enseigné au 19e siècle dans les séminaires. Ah oui. Je veux dire, c'est ahurissant, pardon du terme. C'est très grave. Donc si vous voulez, il faut revenir aux sources. Moi j'ai fait une critique de Descartes en fonction du rationalisme, je dirais, même limité à la raison humaine. C'est-à-dire même sans faire référence à la révélation. Descartes n'est pas du tout rationnel. Donc quand on dit qu'on est cartésien, on est dans un langage qui est le contraire, une inversion de la réalité. Descartes n'est pas du tout rationnel. C'est un illuminé. Ben oui, vous avez donc... Et il a rencontré des Rose-Croix, évidemment. Vous avez évoqué cette sentence célèbre, je pense, donc je suis, et puis vous disiez qu'il menait un double jeu ou qu'il était masqué, mais c'est sa devise officielle. Oui, Larvatus prodeo, j'avance masqué. J'avance masqué. Ça devrait quand même mettre les gens sur leur garde. Et à la fin de sa vie, alors il va à la fin de sa vie, il va. Vous savez qu'il est appelé après à la fin de sa vie par la reine de Suède, et il va en Suède, mais en fait il avait été invité par l'héritière du Palatinat.
Et il va en Suède, et là encore, c'est l'abbé Bellet qui nous l'apprend, c'est-à-dire son biographe. Et il va en Suède, en fait, pour persuader la reine, non pas pour la convertir. Vous savez que la reine de Suède se convertit au catholicisme, mais c'est pas sous l'influence de Descartes, c'est sous l'influence de son professeur. Et elle est d'ailleurs obligée de laisser son trône, parce que les protestants n'admettent pas qu'une Vasa puisse devenir catholique. Bon, et elle finira à Rome. Pas nécessairement très bonne chrétienne, d'ailleurs. Mais Descartes est allé là-bas pour la persuader de soutenir le Palatinat, c'est-à-dire l'État où les Rose-Croix avaient le pouvoir. Et il quitte l'armée il est dans l'armée quand il y a la fameuse bataille de la Montagne Blanche, et à ce moment-là, il doit poursuivre les armées protestantes, et il démissionne. Et à ce moment-là, il aurait très bien pu écrire en France. Il revient à Paris où on l'accuse d'ailleurs d'être Rose-Croix. Il le dénie, mais il ment. Il dit qu'il n'en a pas rencontré alors qu'il les a rencontrés en étant 23. Et après, il va vivre en Hollande. Et un catholique qui vivrait en Hollande à cette époque-là, c'est inimaginable. Ils sont tous persécutés. Donc si vous voulez, il n'est pas catholique. Oui. Donc vous avez encore des auteurs qui disent qu'il est catholique, il n'est pas catholique. C'est un menteur, c'est le philosophe au masque. Donc un auteur l'avait appelé ainsi au XXe siècle, professeur Leroy à l'époque, qui était d'ailleurs un initié au demeurant, qui était un franc-maçon, mais il avait bien démasqué Descartes. Donc Descartes n'est pas rationnel et Descartes n'est pas un philosophe chrétien. Et ça sera prouvé par toute sa descendance. Voilà, le personnage. Bon. Quel portrait. Peu flatteur. Oui. Pardon, si. Elisabeth, elle a quelques messages. Une auditrice fait une remarque. À mes yeux, le symbole de la livre sterling et le symbole du dollar présentent une similitude. Chacun de ces symboles ressemble à un serpent. Ça a été évoqué. Oui, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà. Émission très intéressante, je vous remercie. Alain Pascal a-t-il eu connaissance des travaux très intéressants de Paul-Georges Sansonetti, qui était maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales et élève d'Henri Corbin? Alors je connais Henri Corbin, qui est un grand initié, qui a été féru d'ésotérisme islamique et qui a eu une très grosse influence en politique puisqu'il a été un des conseillers pour la politique arabe du général de Gaulle. Alors je ne sais pas si je ne connais pas l'auteur dont on parle, mais s'il est dans la filiation de Corbin, je ne pense pas qu'on soit dans la même filiation. Et pouvez-vous nous parler des deux sociétés secrètes que sont la Société du Vril et la Société de Tulé? Par ailleurs, qui étaient Léo Taxil? Merci pour cette excellente émission. Alors, ça nous mènerait trop loin. Oui, parce qu'on n'est pas du tout dans le sujet. Bon, je suis désolé. Nous n'avons pas assez de temps. Juste un mot. Vril et Tulé sont des sociétés secrètes qui sont à l'origine du national-socialisme, donc ils sont en partie. Et Taxil est un imposteur, c'est-à-dire que c'est un franc-maçon qui a prétendu dévoiler des secrets et qui ensuite est revenu. Enfin, c'est toute une aventure, c'est compliqué. C'est pas du tout la même époque parce que là, on est à la fin du 19e. Donc, restons dans notre 17e siècle. Je suis désolé pour cette dame. J'en parle un tout petit peu dans ma trahison des initiés. Si cette dame est intéressée, elle peut acheter ce livre-là. Voilà. Et dernière question, existe-t-il un lien entre l'humaniste Nicolas Fabry de Périnsk et les Rose-Croix? Je connais pas. Voilà. Bon, revenons donc à notre sujet. Avec nos amis des Rose-Croix. Oui, pour finir sur Descartes, parce qu'on va parler juste, avant de parler de Pascal, je vais parler des disciples de Descartes, parce que Descartes, il a des successeurs. Et parmi ses successeurs, vous avez Spinoza. Spinoza qui, en fait, révèle la vérité de ce qu'il y a dans Descartes. Vous savez que Spinoza est très à la mode. Il y a quelqu'un qui vend des dizaines de milliers de livres sur Spinoza. Évidemment, moi je fais une critique de Spinoza, les gens ne trouveront pas ils trouveront le même vocabulaire, c'est-à-dire qu'ils trouveront les mêmes explications sur la philosophie, ce qu'est la nature naturante. Simplement, dans ce livre qui est tellement à la mode, je ne citerai pas l'auteur, il n'emploie pas le mot de Kabbale. Donc j'ai lu ce livre et je me suis dit c'est extraordinaire. Il parle pendant 200 pages de la nature naturante. Et la nature naturante, c'est en fait la transcription en philosophie des mésaventures du Dieu caché de la Kabbale. Donc, si vous voulez, ne pas en parler, c'est quand même un exploit. Et ce que je veux dire sur Spinoza, c'est que Spinoza est un disciple de Descartes, mais aussi du fameux Böhm. Et il reprend la dialectique de Böhm dans sa philosophie. Bon. Donc, si vous voulez, on est toujours dans la même filiation. Et vous avez aussi en fin de siècle le fameux Leibniz, n'est-ce pas, Leibniz, qui est l'ancêtre de l'œcuménisme. Donc les Rose-Croix, dans les manifestes Rose-Croix en 1614, l'un des auteurs, et un des auteurs, parce qu'on l'a donné comme auteur, mais j'explique qu'il y a plusieurs autres auteurs, c'est un pasteur, un luthérien qui s'appelle Andrea, Jean-Valentin Andrea,
et qui est un ancêtre aussi de l'œcuménisme. Il y a l'œcuménisme actuel, et qui naît d'un mouvement protestant qui s'appelle le piétisme. C'est justement faire dominer le sentiment sur la raison. Mais l'œcuménisme, et Leibniz reprendra cet œcuménisme en fin de siècle, et Leibniz transmet cet œcuménisme aux loges maçonniques, et ils l'ont transmise jusqu'à l'Église. Donc nous sommes vraiment dans une filiation qui est, comment on peut dire, dramatique, parce que je crois que un certain nombre d'évêques d'aujourd'hui ne savent pas d'où ils tiennent les doctrines qu'ils ont adoptées. Alors moi, je retrace ça en historien. Je dois bien dire, je n'invente pas les filiations. Je donne les filiations de siècle en siècle et d'œuvres philosophiques en œuvres philosophiques. Et Leibniz a été grand maître Rose-Croix, la Rose-Croix d'Or, qui est une organisation qui est en Allemagne. Et il y a un véritable complot, parce que Leibniz, on n'aura pas le temps d'en parler, mais Leibniz rencontre Newton, il va en Angleterre, il vient en France, tous ces gens-là se rencontrent. Newton lui-même initié. Lui-même initié. Newton est un alchimiste. Newton, alors on l'a reconnu qu'après, mais Newton non seulement est un alchimiste, mais il devient le président de la Royal Society, la Royal Société, et c'est de cette Royal Société dont le but est double, c'est-à-dire c'est une ligue philosophique et qui doit en fait initier des gens dans le monde entier, et en même temps elle veut devenir la banque générale de l'Europe. Donc vous avez un aspect financier et un aspect ésotérique, j'ose dire déjà, parce que je crois que l'aspect financier et ésotérique est toujours tout à fait d'actualité. Il est lié toujours aujourd'hui. Ouais. On aborde un petit peu maintenant. Dans le Pascal. Oui, j'oppose l'autre Pascal, le grand Blaise. Alors, une petite précision quand même. Quand vous fustigez à juste titre l'œcuménisme, c'est l'œcuménisme au sens moderne et dévoyé. Absolument. Puisqu'il existe évidemment un œcuménisme catholique et traditionnel. L'œcuménisme, c'est de ramener à la vérité les brebis égarées. C'est-à-dire que ça, c'est le véritable œcuménisme. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Karl van der Eycken. Oui, je voulais juste faire une petite remarque à propos de Newton, Descartes, Leibniz. Il y avait une certaine rivalité, ils n'étaient pas toujours d'accord, mais ils avaient quelque chose en commun, c'était leur mathématisme. C'est-à-dire qu'ils ont réduit toute la création à des maths. Et on peut dire, bon, en quoi ça me concerne, ce sont des philosophes ou des mathématiciens plutôt, mais ils ont vidé en quelque sorte la création qui ne parle plus. Je crois que l'homme, autrefois, quand il regarde le ciel, les étoiles, il y avait un mystère. Et maintenant, je parle Big Bang ou n'importe quoi, mais tout ça est en quelque sorte lié parce que ça ne vit plus. On a tué le mystère. Les cieux racontent la gloire de Dieu, nous dit le psaume. Et vous avez raison de le signaler, parce qu'en plus, le rationalisme de Descartes, il est fondé sur le mécanisme. Et en fait, le mécanisme, on a démontré depuis que c'était pas la réalité scientifique. Donc on ne peut pas, c'est très important, c'est que avant, le rationalisme était fondé sur la révélation, c'est-à-dire quelque chose d'immuable et en plus qui nous vient de Dieu. Tandis que là, non seulement c'est l'homme qui va prendre la place de Dieu, mais il va fonder la société sur la science. Mais qu'est-ce que c'est que la science ? C'est du sable, parce que vous faites une découverte scientifique et 20 ans après, on va démontrer qu'elle n'est plus d'actualité ou qu'elle n'est pas exacte. Ce ne sont que des hypothèses. Notre monde d'aujourd'hui vit sur des hypothèses, et pour ne pas dire sur des fantasmes. Ça va pas toujours, au bout d'un moment. Non, mais enfin, il y a des certitudes. Ouais. Mais quand on parle de l'évolutionnisme, par exemple, des choses comme ça, si vous voulez, ce sont des hypothèses. Ce ne sont pas des certitudes scientifiques. Il faut bien rester. La science est mouvante. Évidemment. Il y a encore une science, mais qui n'est peut-être pas reconnue pour telle, c'est la théologie. Oui, absolument, la reine des sciences. Absolument. Oui, mais c'est aussi un problème de l'époque, c'est qu'on réduit le mot science à certaines disciplines uniquement. La science de tout ce qui est matériel. Alors qu'autrefois, il y avait évidemment, c'était une acception beaucoup plus large, et d'ailleurs avec une hiérarchie, la philosophie au-dessus, et puis la théologie encore au-dessus, qui sont aussi des sciences, c'est vrai, comme l'histoire. Elisabeth, quelques messages ? Merci et bravo encore pour cette émission. Quel rapprochement voyez-vous entre le « je pense donc je suis » de Descartes et la phrase de Saint-Augustin « dubito dum ego sum »
Donc je suis. Oui. Mais alors, pour Saint-Augustin, alors évidemment, alors, j'explique ça, je vais pas relire ici parce qu'il y a évidemment plusieurs plages. Moi, je vais essayer. Vous en parlez en effet dans ce livre. D'abord, pour Saint-Augustin, le doute nous conduit à la vérité. C'est-à-dire que Saint-Augustin offre la réflexion de l'esprit sur lui-même. Donc nous pouvons faire un certain nombre. J'espère ne pas dire de bêtises parce que il y a aussi des théologiens qui peuvent écouter. Je ne suis pas théologien. Je dis ça de mémoire. Mais je l'ai peut-être écrit avec plus de précision, mais je ne sais plus à quelle plage. Mais si vous voulez, il n'y a pas de doute métaphysique pour Saint-Augustin. Il y a simplement dans la méthode de pensée, nous pouvons avoir des moments où nous doutons, mais nous ne doutons pas de la vérité révélée. Et il dit, je crois afin de comprendre. Donc Saint-Augustin met d'abord la croyance, donc nous avons la révélation, croit afin de comprendre. Et après, nous mettons notre esprit, notre réflexion sur nous-mêmes, et nous pouvons douter de notre propre réflexion. C'est tout le génie aussi de Saint-Augustin. Alors il y a eu des grandes discussions, je ne prétends pas les résumer ici, il y a toujours des disputes pour savoir si Descartes est ou pas un continuateur de Saint-Augustin. Moi je dis non, et je donne une preuve assez simple, c'est Malebranche. Bon, parmi tous les cartésiens, il y en a un que j'épargne un tout petit peu parce que c'est Malebranche, parce qu'il est quand même, il est rentré à l'oratoire et que c'est un prêtre. Et finalement, Malebranche cherche à tout prix à concilier Descartes et Saint-Augustin. Et il n'y arrive pas. Donc ça prouve bien que Descartes n'est pas un disciple de Saint-Augustin. De même, on a parlé avec Descartes de thomisme. Or, si vous voulez, c'est absolument incompatible. Descartes reprend le vocabulaire de saint Thomas, mais il ne faut pas oublier que dans les causes aristotéliciennes, il y en a 4, tu vois, et Descartes ne retient que la cause efficiente, c'est-à-dire celle qui met en mouvement. Je ne veux pas dire les 4 causes, elles sont encore dans le livre de Jean de Roy. Donc, et tellement clair que je les ai vraiment comprises. Ça ne fait que 50 ans que je fais de la philosophie, donc je félicite Jean de Roy pour ça. Mais c'est d'ailleurs ce que lui reproche Pascal, puisqu'on revient à notre sujet, c'est qu'il lui dit Descartes se contente de dire que Dieu met le monde en mouvement, et après il n'a plus que faire de Dieu. La citation exacte, voilà. Je ne puis pardonner à Descartes, il aurait bien voulu dans toute sa philosophie pouvoir se passer de Dieu, mais il n'a plus s'empêcher de lui faire donner une chiquenaude pour mettre le monde en mouvement. Après cela, il n'a plus que faire de Dieu. Voilà ce que dit tout de suite Pascal. Donc, s'il y a une question, on y répond, et sinon je parle de Pascal. Quelques questions rapidement. Alors, rapidement. Une remarque d'une auditrice. Je suis le nom de Dieu, comme indiqué dans la Bible. En effet, Dieu a dit à Moïse, mon nom est je suis. Bien sûr. Une autre question. Les illuminés de Bavière étaient-ils des Rose-Croix? Et bravo encore à Monsieur de Chassey d'avoir initié cette émission très intéressante. Je savoure ce petit jeu de mots. Initier l'émission. Oui, rapidement. Les illuminés c'est un autre sujet, c'est déjà le siècle suivant, c'est pas le 17e. Il y a un lien. Il y a un lien, bien sûr. Il y a un lien entre tout ce qu'on appelle la maçonnerie égyptienne, avec Cagliostro, et avec les frères d'Asie, et aussi donc les Weishaupt de Bavière. C'est tout ça. Il y a un lien, et aussi donc les strictes observances donc en Allemagne. C'est une longue histoire, c'est pas vraiment le sujet, mais il y a un lien. Et pour dire que ceux qui sont venus donc après il y a aussi ça scindé en plusieurs parties. Il y a donc les frères d'Asie qui sont donc après Weishaupt et qui étaient tous Rose-Croix. Selon l'excellent historien Katz. Oui, on se base sur des historiens. C'est-à-dire que ce soit vous, dans vos études sur l'ésotérisme, ou moi, je me base sur des historiens. Je n'ai pas d'invention dans mes livres, je le précise. Vous faites bien. Oui, comme je disais, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs où on donne franc-maçon tout le monde. Non, moi, je donne ceux qui sont reconnus officiellement par la franc-maçonnerie. Il y en a déjà beaucoup. Alors, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais non, puis il faut rester. Il faut rester sérieux, si je peux dire. Si on aime et on cherche la vérité, la méthode doit être cohérente. Voilà. Mais vos livres sont sérieux et documentés. Et une dernière remarque d'un auditeur, votre invité doit absolument faire un débat avec l'abbé Guillaume de Tanouarn, turiféraire de Descartes. Bonne idée. Alors, j'ai déjà fait une émission, l'abbé de Tanouarn qui m'avait invité. On n'était pas d'accord sur Luther, vous vous en doutez. Par contre, on n'est pas tellement loin sur Pascal. J'ai lu son livre sur Pascal, Paris avec Pascal, et je suis pas tellement loin de lui. Alors, vous voyez, sur Descartes. Alors, justement, Pascal, venons-en à Pascal. Oui, parce que Pascal est le premier, en fait. Non pas avoir contredit Descartes, parce qu'il n'avait pas la capacité philosophique de le faire, mais de s'être méfié.
Et si vous voulez, on peut parler très brièvement du problème du jansénisme, parce que... Alors c'est un reproche qu'on fait souvent à Pascal. Dans les milieux catholiques, Blaise Pascal, c'est sa proximité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Pascal, sa sœur, et son père, le père de Pascal est janséniste. Quand il est enfant, il connaît des jansénistes, il lit Jansénius. Alors il est très... Oui. Je vous arrête tout de suite, excusez-moi. Il faut définir un petit peu ce qu'est le jansénisme pour nos auditeurs, pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Absolument. Il y a eu une querelle sur l'interprétation des doctrines de Saint Augustin. En fait, elle commence à l'université de Louvain au XVIe siècle. C'est de savoir, si vous voulez, alors, on va pas rentrer, si la grâce l'emporte sur la liberté. Ça, c'est la position qui était celle des Augustiniens, à la fin du XVIe siècle, ou si la grâce est destinée à être efficace, mais que l'homme reste libre de lui résister. Ça, c'est la position qu'on appelle des molinistes. C'est-à-dire d'un jésuite espagnol qui s'appelait Molina. Et cette querelle s'est envenimée. Après, vous avez le fameux Jansénius. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que ça, c'est assez important, c'est que la première génération, c'est-à-dire les fondateurs du jansénisme, donc le dénommé Jansénius, c'est pas son nom. Il s'appelle Otto, il se fait appeler Jansénius. Et Michel de Bay, donc qui était à Louvain, qui a aussi été condamné, lui, il se fait appeler Jansen. Et il est publié ici en Hollande. Or, en hollandais, Jansénius ou Jansen, ça veut dire fils de Jean. Or, je parlais tout à l'heure de la filiation apostolique, mais la franc-maçonnerie et d'autres sectes prétendent descendre d'une église de Jean. Alors, cette église de Jean, elle n'est pas historique. Je l'ai aussi démontré dans mon premier livre qui s'appelait La Précavale. En opposition à une église de Pierre. À une église de Pierre. Voilà, une aurait eu la connaissance, Jean aurait eu la connaissance ésotérique, et l'église de Pierre serait la foi du charbonnier. Pour la masse. Voilà. C'est un vieux discours, mais ça n'est pas historique. Il n'y a pas d'église de Jean. C'est une fiction. Donc, est-ce que les fondateurs du jansénisme, puisqu'ils se font appeler fils de Jean, ils changent leur nom pour s'appeler fils de Jean, est-ce qu'ils font partie de l'église de Jean ? Comme que Beume avait sans doute fréquenté. Ses propres biographes l'ont dit. Donc, si vous voulez, de cette secte. Donc, ça, c'est la première question. Et après, ça s'envenime parce que il y a des problèmes entre les jésuites espagnols. On fait interdire les jésuites à Louvain. Ça vient jusqu'en France. Vous avez le fameux Saint-Cyran qui est à Port-Royal et qui fait de Port-Royal une abbaye janséniste, mais politique, encore une fois. Ça devient... Voilà. Et les fondateurs... Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, d'après Couvert, parce que je cite Couvert dans ce domaine-là, parce qu'il a fait une recherche là-dessus, Étienne Couvert, pour dire qu'il y aurait eu un complot des fondateurs en 1621 à Poitiers. Il y aurait un témoin qui en aurait témoigné. Mais, chose extraordinaire, Descartes avait rencontré Jansénius un an avant, en 1620. Donc ça, moi, ça m'a étonné. Je me suis dit, tiens, est-ce que Descartes... Alors, on n'a aucune preuve de rien, mais c'est quand même extraordinaire que Descartes ait rencontré Jansénius avant la fondation du jansénisme en 1621. Et vous savez que le jansénisme, il y a un ouvrage de Jansénius décède, en 1640, il y a un ouvrage qui est condamné en 1653. Et c'est là où intervient Pascal. C'est-à-dire que la sœur de Pascal est donc à Port-Royal, sa cousine aussi, je crois, ses amis savants, parce que Pascal est aussi un grand savant. Et son ami Arnaud, la famille Arnaud qui a Port-Royal, lui demande de prendre la défense des jansénistes. Et Pascal prend la défense des jansénistes, et je suis un fervent admirateur de Pascal, et je vais prononcer ce terme, il a le tort d'écrire les provinciales. Voilà. Donc, si vous voulez, je ne suis pas du tout un admirateur des provinciales, en dehors du style, parce que c'est le style qu'attend la génération classique. C'est le premier grand classique. Oui. Et si vous voulez, c'est anonyme, mais on sait que c'est lui. Que dit-il dans ses provinciales? Dans ses provinciales, il critique au-delà du raisonnable les jésuites. Donc, si vous voulez, la polémique enfle, et Pascal a tort. Bon, il faut le dire très honnêtement. Mais ça ne fait pas de lui un janséniste. Il est persuadé que Jansénus est un bon interprète de Saint-Augustin, et il a tort. Mais Pascal n'est pas un théologien. Et par contre, en faveur de la grâce face à la liberté humaine pour l'obtention du salut. Et il le pense d'autant plus qu'il se croit prédestiné. Il y a une sorte d'orgueil, si vous voulez. C'est un tel génie qui pense être prédestiné. Pascal se pense prédestiné. Il y a un excès de prédestination dans le jansénisme. Donc, si vous voulez, il est l'avocat des jansénistes. Mais il y a deux choses qui sont très importantes à savoir. C'est que les jansénistes ne l'ont jamais considéré comme un des leurs. Donc, ils se sont toujours méfiés de lui. Et il y a une différence énorme. C'est que les jansénistes s'insèrent dans le complot cartésien. Ils sont tous cartésiens. Tout Port-Royal est cartésien. Le fameux Nicole est cartésien. Et Pascal est anti-cartésien.
Donc on lui reproche, et après que la querelle ait cessé, parce que les jansénistes se soumettent à Rome, peut-être plus ou moins hypocritement, et à ce moment-là, Pascal est très malade et il rédige ses pensées, et ce sont des jansénistes, après ses faux amis, qui ont publié les pensées en essayant de les modifier pour le rendre plus janséniste qu'il ne l'était, et Pascal est mort dans la foi catholique. Il faut bien le déterminer, et les pensées, je fais une assez longue analyse des pensées, pour montrer qu'elles sont conformes à l'orthodoxie chrétienne. Alors Pascal n'est pas un théologien, mais les pensées ne sont pas hérétiques et elles n'ont jamais été mises à l'index. Les œuvres de Descartes ont été mises à l'index, les œuvres d'Erasme ont été mises à l'index, en dehors des provinciales, les pensées n'ont jamais été mises à l'index. Elles sont catholiques. Alors, je voudrais lire justement un passage de votre livre, dans cette deuxième partie, consacrée à la confrontation entre Pascal et Descartes, à propos des pensées donc de Blaise Pascal, qui lui ont attiré les foudres de certains théologiens. Lui-même n'était pas théologien, comme vous le rappelez. Alors je vous cite, par rapport à ces attaques qu'il a subies. « Nous y répondrons que les pensées ont le mérite de s'adresser à un public profane qui est beaucoup plus vaste que celui des théologiens. Elles s'adressent à tous les hommes de bonne volonté qui ne refusent pas de réfléchir. Pascal a surpris parce qu'il innovait. Son apologie part de l'homme pour arriver à Dieu, tandis que les anciens apologistes partaient de Dieu pour arriver à l'homme, qu'ils perdaient parfois dans le chemin. La démarche est aventureuse et peut choquer des théologiens traditionnalistes, mais elle est moins rébarbative. Elle a le mérite de prendre les ignorants par la main pour les élever vers Dieu, surtout les ignorants qui se croient savants. Pascal rend témoignage de sa propre conversion pour entraîner celle des autres, et il y a réussi car son apologie et son pari ne peuvent laisser insensibles les profanes intelligents. Malgré les erreurs théologiques de Pascal et son irrespect de la scolastique, nous faisons l'apologie des pensées qu'il faut lire et faire lire parce qu'elles sont catholiques, c'est-à-dire universelles et convaincantes, car à la fois émouvantes et rationnelles. » Fin de citation. Merci. Écoutez, merci à vous. On a créé un mythe Descartes rationnel et on a créé un mythe Pascal janséniste. Ils ne sont ni l'un ni l'autre. Donc j'essaye de rétablir. En plus, Pascal est le premier à avoir. Il a dit que le cartésianisme était inutile et incertain, et il est le premier à avoir pressenti que la conclusion logique serait l'athéisme. Et Pascal a l'horreur préventive de ce que sera le XVIIIe siècle, alors que tous les philosophes du XVIIIe siècle s'inscriront dans la suite de Descartes. Donc, Karl von der Recken, un mot. Oui, Pascal, Blaise Pascal, bien sûr. Il ignore la scolastique, je pense, parce qu'il avait quand même aussi un certain héritage protestant, peut-être par les jansénistes, parce qu'il met le cœur avant la raison. Oui, alors, c'est toute une. Oui, il le met. Contrairement. Mais il n'est pas contre la raison, contrairement à ce qu'on dit. C'est-à-dire, le cœur est un prélude à la raison. C'est une connaissance par l'émotion et l'intuition. Pascal rétablit l'intuition métaphysique contre le rationalisme pur. Mais Karl von der Recken, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Non, c'est juste pour dire que l'Église enseigne à la foi et s'adresse à l'intelligence. Oui. À la foi relève de l'intelligence, bien sûr, et non pas du sentiment que. Mais le cœur n'est pas. Le cœur n'est pas. Le cœur, c'est aussi la charité. Et si vous voulez, la charité l'emporte sur le savoir. Ça vient après. Ça vient bien. Ça dépend ce qu'on entend par cœur. Mais bon, je sais qu'il y a une discussion là-dessus. Je suis bien d'accord. Moi, je lui accorde le mérite d'avoir fait la critique. Il n'y a pas de charité sans foi. Voilà. Chrétienne, il n'y a pas de charité sans. Absolument. Foi d'abord. Bien sûr. Pas de charité sans vérité. Et la foi, c'est l'adhésion à l'intelligence. L'adhésion au dogme, à la vérité. L'adhésion à l'intelligence à la vérité révélée. Absolument. Bon, très bien. Il nous reste quelques minutes, alors il faut conclure. Oui, un dernier exemple, parce qu'on va parler une minute de Comenius, mais justement, Pascal aussi avait pas Pascal, Descartes a rencontré Comenius. Quand il dit qu'il n'a pas rencontré de Rose-Croix, il a rencontré Comenius. Alors vous allez on va dire qui était Comenius. Qui est cet individu, en quelques mots? On en a déjà parlé tout à l'heure, rapidement. Donc son livre Lux in Tenebris, la voie de la lumière. La voie de la lumière. Le chemin de la lumière dans les ténèbres. Il est avec Leibniz à l'origine du siècle des Lumières. Alors c'est un personnage extraordinaire. Il est le chef d'une secte qui est en Moravie, le chef de la secte des frères moraves. Justement, il y a une question d'auditeur. Et il va, parce que là on a très peu de temps, on racontera une autre fois au besoin. Il va à Londres. Et il va demander à Londres, il va s'adresser au Parlement. Donc il y a des Rose-Croix. Après avoir été réprimés en Allemagne, les Rose-Croix, nommé Hartlieb notamment, va
en Angleterre, retourne à Londres, où il crée un collège, et Comenius va à Londres et va demander au Parlement la création de ce qu'il va appeler un collège invisible. Et les Rose-Croix vont créer à Londres un collège invisible, dont va naître la Royal Society. Donc la Royal Society a été faite non seulement par des francs-maçons, on n'a pas le temps d'en parler, acceptés, c'est-à-dire des francs-maçons qui étaient rentrés dans les loges encore opératives qui étaient en Angleterre à l'époque et qui étaient déjà des spéculatifs, voilà, oui. Mais aussi avec des Allemands, ils vont fonder la Royal Society dont va naître la franc-maçonnerie. J'ai aussi tout un chapitre où j'explique ça dans mon livre. Le temps passe, on en reparlera une autre fois. Oui, rapidement, il reste 1 minute apparemment. Oui. Il y avait une illustration dans cette édition donc de 1665 et qui représente une représentation du chrisme incorporel, c'est qui est même important, hein, et qui représente plutôt l'âme du monde, en quelque sorte, mais il y a aussi la présence des religions orientales, perses et aussi hindoues. Et pour faire très rapidement, je saute d'un siècle, quelqu'un dont on parle très peu, mais qui faisait partie de la loge des 9 sœurs, Jean-Sylvain Bailly, a écrit aussi sur les Brahman, parce qu'il écrivait Brahms, B-R-M-S, et aussi sur les Atlantides. C'est déjà, c'est peut-être un autre sujet pour un autre jour. Et Leibniz aussi. Leibniz aussi. Nous avons d'autres terres à explorer ensemble, messieurs. En tout cas, merci beaucoup. Enfin, voilà ce que j'essaye de démêler dans ce livre. Merci beaucoup pour vos éclaircissements prodigués au long de cette émission. Donc, je rappelle que le thème de ce soir était les Rose-Croix et la philosophie moderne. Donc, à l'occasion de la sortie du nouveau livre d'Alain Pascal, intitulé Le siècle des Rose-Croix. C'est aux éditions des Cimes, un solide ouvrage de 500 pages, et comme d'habitude, muni d'un index des noms et d'un index des mots-clés, ce qui est très pratique, et puis d'une table des matières détaillée, ce qui en fait un outil de travail, et c'est comme d'habitude une mine d'informations. Voilà, je rappelle le 14 avril. Vous pourrez rencontrer Alain Pascal et découvrir ce livre, notamment le samedi 14 avril pour la fête des amis d'Alain Pascal. Et voilà, merci, à très bientôt.